Chers amis, mesdames et messieurs, je crois que nous pouvons reprendre nos travaux. La seconde partie de cet après-midi sera consacrée à un certain nombre de présentations, au nombre de 4, qui devraient nous conduire jusqu'à, disons, aux environs de 17h15 pour des questions. Et ces 4 présentations ont été regroupées sous l'intitulé général de normes et acteurs de la santé. Le premier des exposés que nous allons écouter sera fait par M. Gianluca Bursi, qui est à la fois professeur associé à l'Institut des hautes études internationales de Genève et ancien directeur juridique de l'OMS. Autant dire qu'il est particulièrement bien placé pour traiter de ce sujet dont il va nous entretenir, le système normatif de l'OMS. Je lui donne la parole pour un quart d'heure. Je n'ai même pas besoin d'ajouter qu'il tiendra certainement le temps qui lui est imparti sans le déborder. Monsieur le professeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs, surtout le professeur Le Floch, pour m'avoir invité. C'est la deuxième fois que je participe à la réunion annuelle de la SFDI et c'est toujours un peu intimidant pour moi comme le seul non-francophone dans la salle peut-être. Je vais me débrouiller, mais si je fais des erreurs, pardonnez-moi. Je suis italien quand même, je partage une langue latine, mais pas tout à fait la même chose que le français. Et bon, comme j'ai seulement 15 minutes et je connais la réputation du professeur Abraham comme très stricte dans le maintien du temps, je vais aborder tout de suite mon sujet. Je voudrais aborder 3 sujets, 3 aspects de l'OMS, avec le thème général, si vous voulez, de la comparaison entre les ambitions et la vision qui avait précédé la création de l'organisation et ce que l'OMS est devenu dans son développement historique et politique, surtout des questions que je pense sont intéressantes pour des juristes internationaux. Je ne vais pas donner des informations basiques sur l'OMS, j'espère que vous connaissez un petit peu l'organisation. Le professeur Le Floch a donné pas mal de détails et je le remercie pour ça, bien que je ne sois pas complètement d'accord sur ces critiques à l'organisation, mais ça c'est notre question. Alors, le premier sujet, c'est l'aspect institutionnel de l'OMS. L'OMS comme organisation internationale en tant que telle. Si vous lisez la Constitution, c'est évident qu'il y avait une vision particulière, assez radicale, comme le professeur Le Floch vient de dire, sur la vision de la santé et sur la vision de ce qu'une organisation internationale doit et peut faire dans ce domaine. De grandes ambitions de créer une agence mondiale assez centralisée, avec des pouvoirs normatifs et de supervision assez forts. En même temps aussi, une solution de compromis, comme c'est toujours le cas dans des solutions politiques. Et je vais vous donner 3 exemples pour comparer ce que vous pouvez voir dans la Constitution et ce qui est devenu en réalité. Le premier exemple est la gouvernance de l'OMS. C'était clair que les fondateurs voulaient équilibrer les poids de la politique, représentés par l'Assemblée mondiale de la santé, avec la voie de la science, de la santé publique, comme discipline, comme technique, comme vision non politique. Et ça, c'était représenté par les conseils exécutifs de l'organisation, qui étaient clairement composés d'individus, nommés par des États, mais pas représentants des États, individus dans leur capacité individuelle, comme un conseil d'administration de l'OMS, représentant la voie de la science et de la santé. La guerre froide a vérifié cette vision, bien sûr, et les membres du Conseil ont commencé à parler en pratique comme représentants de leur gouvernement. Après la fin de la guerre froide, les États membres de l'OMS ont décidé d'éliminer cette fiction et de transformer le Conseil exécutif aussi dans un autre organe intergouvernemental. Mais ils n'ont pas amendé la Constitution, ils ont fait ça à travers une résolution qui a donné comme une interprétation authentique et autoritaire de la Constitution de l'OMS. Comme toujours, les constitutions des organisations internationales sont très flexibles s'il y a un consensus politique et on décidait que le Conseil deviendrait un organe intergouvernemental. Alors, une modification radicale de la structure de l'OMS sans passer par un amendement de la Constitution. Le deuxième exemple sont les pouvoirs, encore une fois, de l'OMS, pouvoirs assez forts, pas seulement pouvoirs normatifs, mais aussi de supervision. Si vous lisez le chapitre 14 de la Constitution de l'OMS, les États membres
sont obligés à faire régulièrement des rapports à l'Assemblée de la santé, pas seulement sur l'application de normes contraignantes de l'OMS, mais aussi sur les actions nationales au niveau de santé, sur les lois et les règlements qu'ils adoptent, et sur la mise en œuvre des recommandations de l'OMS. Alors il y a une obligation constitutionnelle de redevabilité sur ce qu'ils font pour leur opération dans le domaine de la santé et pour la mise en œuvre aussi de normes non contraignantes. Et ça, c'est un peu, si vous voulez, le modèle de BIT. C'était clair que la constitution du BIT avait servi un peu de modèle de la constitution de l'OMS. Aussi, dans ces cas, cette obligation se sont assez diluées, malheureusement, mais on l'évoque chaque fois qu'il y a un processus de réforme qui vise à renforcer l'autorité de l'OMS. Le troisième exemple, c'est de l'autre côté, c'est le compromis politique, surtout la régionalisation extrême de l'OMS. C'est une organisation très décentralisée, avec une tension historique constante entre Genève, si vous voulez, entre l'instance mondiale et les 6 régions de l'organisation, assez puissants, assez indépendants, avec des directeurs régionaux élus par les États et non nommés par le directeur général. L'exemple extrême de cette régionalisation, c'est ce qui se passe dans le continent américain, parce qu'il y a une organisation complètement séparée, l'Organisation panaméricaine de santé, qui se dédouble en même temps, en vertu d'un accord entre l'OMS et l'OPS, comme organe de l'OMS, comme comité et bureau régional pour l'Amérique. Alors c'est une situation que je sache unique, d'avoir ce dédoublement fonctionnel constant, avec des ambiguïtés constantes, et aussi avec des questions intéressantes de nature juridique. Qu'est-ce qui se passe en cas de violation des droits internationaux par l'OPS? Qui est responsable? À qui va attribuer la conduite et la responsabilité? À l'OPS en tant que tel, à l'OMS en vertu de ce rapport organique. Ça, Dieu merci, ce n'est pas encore produit, mais on ne sait jamais. Et cette situation reste très ambiguë pour des raisons politiques, de refus des États américains d'intégrer cette organisation dans l'OMS. Je passe au deuxième sujet, que c'est la production normative de l'OMS. Enfin, ça c'est peut-être le plus intéressant pour des juristes internationaux. Et encore une fois, on peut comparer les ambitions clairement exprimées dans la Constitution avec ce qui est arrivé en pratique, c'est ce qui est produit dans la pratique de l'OMS. Le professeur Le Floch a déjà évoqué les deux instruments contraignants que l'OMS a adoptés en 70 ans, alors un peu décevant si on s'attend qu'une organisation utilise le droit international comme outil. Et il y a des raisons légitimes, je pense, compréhensibles, que je n'ai pas le temps d'évoquer. Je peux faire, s'il y aura des questions sur ça, pour expliquer cette préférence de l'OMS pour des normes non contraignantes. Mais la timidité, la réticence de l'OMS à s'engager avec le droit international doit être aussi vue en ne pas sous-estimant l'importance de ce que l'OMS a fait. Parce que la Convention sur la lutte contre le tabac, c'est un instrument absolument marquant. C'est un instrument sans précédent pour réglementer la commercialisation et la consommation d'un produit légal. Le tabac n'est pas l'héroïne, n'est pas la LSD. Et en même temps, c'est le premier instrument international contraignant pour la lutte contre les facteurs de risque pour les maladies non transmissibles, qui sont les véritables tueurs du XXIe siècle. Alors c'est un instrument assez marquant qui a établi un précédent très important. L'industrie a rallié contre des ambitions de répéter cet expériment. Et à mon avis, c'est ça une des raisons pour laquelle l'OMS a choisi des voies moins contraignantes sur des autres arguments comme l'alcool, par exemple. L'RSI, le Règlement sanitaire international, c'est aussi un instrument très important. C'est une approche très novateur et très, je pense, contemporain pour aborder la prévention et le contrôle des épidémies. Si quelquefois il a échoué, ou partiellement échoué, comme dans le cas de l'Ebola, des autres fois, comme dans le cas du virus Zika et de la pandémie de grippe H1N1 en 2009-2010, je pense qu'il a été utilisé avec succès comme instrument de coordination internationale. Alors l'OMS était timide, mais quand il a utilisé le droit international, quand il a produit le droit international contraignant, je pense, il a fait un bon travail. Le véritable succès normatif de l'OMS est dans ce qu'on appelle en anglais, avec un terme un peu arbitraire qui comprend trop de choses, la soft law. Si vous parlez à un fonctionnaire technique de l'OMS, il a aucun doute que l'OMS est une organisation normative parce qu'ils produisent des cadres, ils produisent des stratégies, ils produisent des lignes directrices, ils produisent des codes. La normativité à niveau de santé publique, ce n'est pas tout à fait la même chose que la normativité par un juriste.
et la fonction et la vocation normative de ces instruments est très évidente. Ça, si vous voulez, c'est un peu une des raisons d'être de l'OMS. Et encore une fois, je n'ai pas le temps de donner trop d'exemples et bien sûr de ne pas entrer dans la question si la soft law est partie ou non du droit international. Mais d'un point de vue pratique et politique, l'impact, l'importance de ces instruments est évident. Et ça suffit d'aller à l'Assemblée mondiale de la santé chaque année, de voir l'acharnement avec lequel les États négocient chaque virgule des stratégies, des plans d'action qui formellement ne sont pas contraignants. Cette dichotomie contraignant-non-contraignant n'explique pas beaucoup sur les effets et sur l'importance de ces instruments. Et ce que je voudrais souligner sont les interactions entre si vous voulez, la soft law de l'OMS et pas mal des traités internationaux dans des autres thèmes. On a parlé de la fragmentation du droit international de la santé, mais on voit aussi des interactions qui trouvent le centre d'action dans l'OMS. Je vais donner d'autres exemples. Les premiers exemples, je pense bien connus, sont les standards de la Commission de Codex Alimentarius sur les standards alimentaires et la salubrité des aliments. Le Codex est un programme conjoint de la FAO et de l'OMS. Et les standards et les lignes directrices sont prévus explicitement dans l'accord de l'OMC sur les mesures sanitaires et phytosanitaires qui a durci, si vous voulez, la nature juridique de l'instrument. Alors il y a quelquefois une prévision explicite. Des autres fois, il y a comme une action synergique d'outils interprétatifs d'autres traités internationaux. Pensez seulement au litige international sur le contrôle du tabac, à niveau d'accords bilatéraux d'investissement, mais aussi des accords de l'OMC. Soit la convention cadre, mais surtout les lignes directrices qui ont été adoptées par la conférence des parties de la convention ont été mentionnées, ont été vraiment utilisées par l'organe de l'OMS et par le tribunal d'investissement pour chercher un équilibre entre les droits des investisseurs et l'autorité de l'État de régler pour la protection de la santé. Alors il y a un effet normatif assez évident. Mais il y a aussi une fonction, si vous voulez, d'exception et une fonction d'antagonisme. Il y a un cadre non contraignant, par exemple, sur le partage des virus sur la grippe pandémique, qu'on appelle le cadre PIP. Et l'ambition, c'est évident que les cadres fournissent une exception à l'applicabilité de la Convention des Nations Unies sur la biodiversité et son protocole de Nagoya, sur le partage des virus et des avantages qui dérivent de leur utilisation, pour éviter une bilatéralisation des échanges de virus qui ne répondent pas aux impératifs de la santé publique. Et antagoniste, prenez le cas de la convention NARPIC de l'OMC sur tous les brevets pharmaceutiques. C'était clair que pas mal d'États en voie de développement ont vu ça comme une défaite, comme un échec. Et la contre-offensive est arrivée à travers des instruments non contraignants de l'OMS, comme la stratégie et les plans d'action sur la propriété intellectuelle, pour délégitimiser d'une certaine manière l'application, la mise en œuvre très agressive du droit des brevets qui a suivi à la création de l'OMC. Alors il y a des interactions complexes et très intéressantes de soft law de l'OMS avec la hard law qui vient des autres chambres de droit international. Je termine avec, si vous voulez, un peu un regard dans le futur. Qu'est-ce que sont, à mon avis, les perspectives du rôle de l'OMS dans le droit international de la santé et de l'utilisation du droit international par l'OMS comme un outil de travail? Il y a eu beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'attentes après la Convention sur le tabac, après la révision du règlement sanitaire. Enfin, l'OMS a découvert le droit international. On va voir beaucoup de traités internationaux sur la santé dans le futur. Il y a eu des propositions au sein de l'OMS, par exemple, sur la lutte contre la résistance antimicrobiale, sur le partage des virus, encore une fois, au-delà de la grippe, et sur la recherche et développement pharmaceutique. Ce sont des sujets qu'à mon avis nécessiteraient, serait plausible un traité parce que ce sont des sujets à vocation absolument mondiale où il y a des autres traités qui introduisent une perspective qui n'est pas nécessairement la bonne perspective du point de vue de la santé. Mais c'est révélateur que ces projets, ces discussions initiales ont été rapidement abandonnés en faveur ou des stratégies non contraignantes ou d'une continuation de discussions politiques.
Il y a des raisons, je pense, politiques, des résistances, des intérêts économiques et sécuritaires très puissants, très forts, très déterminés à éviter un chevauchement, une accumulation d'autres obligations internationales que l'industrie, des autres intérêts, surtout l'intérêt de la sécurité nationale ne voit pas de façon positive. Il y a une faiblesse systémique de la santé comme valeur politique, je pense. Alors je pense, moi je suis assez pessimiste sur la perspective d'une utilisation plus agressive des droits internationaux de la santé par l'OMS. Mais ça, ce n'est pas nécessairement une défaite, ce n'est pas nécessairement, si vous voulez, une déception, parce que les droits internationaux en tant que tel n'est pas une valeur absolue, c'est un outil. Et qu'il faut utiliser des autres outils, où il faut intervenir dans la mise en œuvre, dans l'interprétation des traités qui traitent d'autres thèmes pour introduire la voie de la santé, la vision de la santé dans ce champ. Sur ça, je pense que l'OMS a découvert les déterminants non sanitaires de la santé, pleinement consciente de la vocation mondiale de la santé et peut-être va être un acteur de droit international de la santé, pas en créant de nouveaux normes contraignantes, mais dans des autres façons avec des autres techniques plus politiques. 15 minutes. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour votre passionnant exposé qui nous fait réfléchir, entre autres, à la relativité de la distinction entre instruments contraignants et instruments non contraignants. Il y a des instruments non contraignants qui ont davantage d'effets concrets que certains instruments contraignants, mais plus ou moins bien respectés. Et merci de nous avoir, entre autres, fait réfléchir sur ce point et sur bien d'autres. Vous avez commencé votre exposé en prétendant ne pas être francophone, mais vous nous avez montré ensuite que vous maniez la langue française d'une façon qui ferait pâlir d'envie la plupart des personnes de langue maternelle française. Et je vous en remercie.